Bonjour à tous. Merci beaucoup Bernard pour cette invitation. Je suis très honoré de donner ce séminaire dans le cadre prestigieux du Collège de France. Donc je vais, comme me l'a demandé Bernard, faire une revue de ces problèmes de satisfaction de contraintes qui va prolonger ce qu'on a vu dans le cours de ce matin. Donc, comme on l'a déjà vu, les liens entre la physique statistique, et en particulier la physique statistique des systèmes désordonnés, et on va dire l'informatique théorique, en particulier la question de l'optimisation combinatoire, est déjà ancienne. Donc j'avais déjà préparé les transparents, mais j'ai cité les mêmes papiers que Bernard a cités ce matin, donc en particulier l'article de Kirkpatrick, Gellert et Becky qui a fait le lien entre les dynamiques physiques du type métropolis et a proposé de les utiliser pour résoudre des problèmes d'optimisation à l'aide du recuit simulé ou du simulated annealing, ainsi que deux papiers qui ont été assez précurseurs dans cette idée d'utiliser les méthodes de la physique statistique pour étudier des problèmes de satisfaction, en particulier le problème du voyageur de commerce, où un voyageur de commerce doit visiter un certain nombre de villes, et en minimisant le coût de ces trajets, donc la distance totale parcourue, bien qu'il doit parcourir tous les sommets d'un graphe, disons, donc trouver un graphe hamiltonien, un circuit hamiltonien dans un graphe, une autre façon de le dire. Donc, comme c'est une histoire longue, je m'excuse par avance, l'exposé n'a aucune prétention à l'exhaustivité et ne va pas suivre non plus une perspective complètement historique. Je m'excuse pour évidemment toutes les omissions que je vais faire à cause de ça au cours de l'exposé. L'exposé sera organisé dans ces trois parties, donc je vais définir un peu plus précisément les problèmes de satisfaction de contraintes, ensuite introduire du désordre, un aléa dans la définition de ces problèmes, et ensuite montrer un peu plus les techniques de la physique statistique qui ont été utilisées pour étudier ces problèmes-là. Donc le premier exemple que je vais donner de satisfaction de contraintes, c'est celui du coloriage de graphes. Alors, un graphe, au sens mathématique, c'est la donnée de deux ensembles, un ensemble de sommets et un ensemble de liens, où chaque lien est une paire, on va dire non ordonnée, formée de deux sommets. Alors ici, c'est représenté sur cette figure avec des points pour les sommets et des droites pour les liens. Mais en fait, la représentation est assez illisible à deux dimensions et elle n'a on ne parle pas ici de graphe planaire. Donc c'est vraiment juste la donnée de ces deux ensembles qui est pertinente dans ce problème-là. Et la question qu'on peut poser, c'est est-ce que ce graphe-là est coloriable avec trois couleurs? Et quand on dit qu'un graphe est coloriable avec un certain nombre de couleurs, c'est qu'on veut assigner à chacun des sommets une de ces couleurs, de telle sorte qu'aucun des liens ne relie deux sommets de la même couleur. Alors, sur cet exemple-là, la réponse était oui. Donc là, j'ai remis les couleurs sur la figure, donc avec les couleurs rouge, vert, bleu, les trois couleurs. On peut, en particulier, en choisissant de manière opportune l'ordre dans lequel on a placé les sommets, ici, vous voyez qu'il n'y a que des liens qui relient des sommets de couleurs différentes. Donc la réponse à cette question, est-ce qu'on peut colorier ce graphe avec trois sommets, était oui sur cet exemple-là. Mais en général, comme on va le voir, c'est une question à laquelle il est difficile de répondre dans un sens que je vais préciser. Donc c'est un exemple du coloriage de graphe qui est assez frappant. Maintenant, je vais formaliser un petit peu et généraliser cette définition. Donc, ce qu'on appelle un problème de satisfaction de contrainte, en général, c'est la donnée d'un certain nombre de variables, que je noterai n dans la suite, qui sont, par exemple, des couleurs, donc qui font partie d'un alphabet discret qui, pour chacune de ces variables, et on se donne un certain nombre de contraintes. Donc, des contraintes, ce sont des fonctions indicatrices qui vous disent si la contrainte est satisfaite ou pas, et qui sont fonction d'un petit nombre, en général, de variables, que j'ai ici noté le voisinage de la contrainte A, c'est un certain nombre de variables sur lesquelles j'impose une certaine contrainte. Et ce qu'on appelle solution d'un tel problème, c'est une configuration. Une solution est une configuration qui satisfait
toutes les contraintes simultanément. Alors, reprenons le problème du coloriage de graphes avec ce formalisme-là. Maintenant, l'alphabet dans lequel peuvent vivre les variables qui sont les couleurs des sommets, c'est un alphabet à Q état. Donc ça, c'est une autre façon de le voir aussi, on peut le voir comme un modèle de Potts, dont Bernard avait parlé la semaine dernière, donc Q couleur ou Q état pour un spin. Et les contraintes, donc on a dit que c'était les contraintes qui imposaient qu'aucun des liens n'était monochromatique. Autrement dit, la contrainte est satisfaite, ceci c'est la fonction indicatrice, elle va être égale à 1 si et seulement si les deux couleurs sur les extrémités du lien sont différentes. Et je rajoute une telle contrainte pour chacun des liens du graphe. Alors, je vais aussi introduire deux autres problèmes pour lesquels les variables maintenant sont booléennes. Donc, vous pouvez y penser comme 0 ou 1, ou vrai ou faux, ou comme -1 et +1 comme des spin Ising, c'est des traductions immédiates. Et dans ces deux problèmes, les contraintes vont dépendre de k variables, où k sera un entier, évidemment. Et le premier problème qu'on appelle le problème de la satisfiabilité, alors il est écrit ici sous une forme logique, donc là ce symbole c'est le ou logique, et les z c'est soit une des variables, soit sa négation logique. Donc la négation de vrai c'est faux et vice-versa. Une autre façon de voir cette contrainte-là, donc avec ce ou logique, c'est qu'en fait, chacune des clauses, pour les cas variables sur lesquels elle intervient, a une configuration qui est privilégiée et veut qu'au moins une des variables soit dans la configuration privilégiée. Ou, vu à l'opposé, parmi les 2 puissance k configurations de ces cas variables, il y en a exactement une qui ne va pas satisfaire la contrainte, et toutes les autres vont la satisfaire. Le deuxième problème, qui est une variation qu'on appelle la XOR satisfiabilité. Donc XOR, c'est pour exclusive OR en anglais, donc le ou exclusif. Et c'est le même type de contrainte, mais où maintenant ce plus entouré, c'est le ou exclusif. Donc le vrai ou exclusif vrai est faux. Autrement dit, vous pouvez aussi le voir comme l'addition de variables qui valent 0 ou 1, mais c'est une addition modulo 2. Okay, donc c'est une autre façon de voir ce problème-là. Et donc, en fait, ici, c'est un problème d'équation linéaire de variables qui valent 0 ou 1, modulo 2, ou avec un certain second membre qui est imposé par la contrainte. Et aussi, pour les physiciens, il est aussi pratique de le réécrire maintenant en termes de variables d'Ising. Et donc, les règles de l'addition de 0 ou 1 modulo 2 en fait, correspondent en correspondance directe avec la multiplication de spin d'Ising plus ou moins 1. Donc, une telle contrainte, en fait, ça dit que le produit des spins qui participent à cette interaction, multiplié par une certaine constante de couplage plus ou moins 1, doit être égal à 1. Okay. Alors, donc j'ai donné quelques exemples, mais donc, de manière générale, un problème de satisfaction de contraintes, ça va être une donnée de variables, d'un certain nombre de contraintes sur des variables. Et pour un problème donné, donc par exemple un graphe du Q-coloriage donné, pas mal de questions différentes peuvent être posées. Donc la première, ça va être ce qu'on appelle un problème de décision. Par exemple, la question de savoir s'il existe des solutions ou pas. D'accord ? Dans ce cas, s'il existe des solutions, on va dire que l'instance est satisfiable, et sinon qu'elle n'est non satisfiable. Et c'est un problème de décision au sens où la réponse qu'on attend de vous, c'est oui ou non à cette question-là. Alors, il y a d'autres variantes. Toujours pour la même instance donnée, on peut demander, une question qui est en fait plus précise, combien de solutions y a-t-il ? Donc, s'il y en a 0, évidemment, la réponse à la première question est non, mais si la réponse à la première question était oui, la réponse à la deuxième question va être plus quantitative et de savoir combien de configurations satisfont toutes les contraintes simultanément. Si la réponse est non, vous pouvez aussi vous demander, bon, je ne vais pas réussir à satisfaire toutes les contraintes simultanément, mais combien simultanément je peux en satisfaire ? Donc, ça,
évidemment, ça ressemble beaucoup à la question de quelle est l'énergie du fondamental d'un système. Je reviendrai sur cette connexion un peu plus tard. Alors, Bernard a déjà mentionné hein, le problème de ces... Est-ce que ces questions sont faciles ou pas? Alors, il y a toute une branche hein, de l'informatique théorique qui discute hein, et qui a classifié de manière extrêmement précise et exhaustive hein, ces questions-là. Donc, ici, je vais juste vraiment en dire deux mots. Et donc, parmi les trois exemples que j'ai présentés précédemment, j'ai déjà en fait donné un peu la réponse sur le problème de la satisfiabilité, XOR-satisfiabilité, donc avec les ou exclusifs. En fait, c'est un problème, le problème de décision, de savoir s'il existe des solutions ou pas, c'est un problème qui est facile, donc au sens où il existe un algorithme polynomial qui répond à cette question-là pour n'importe quelle instance. Donc, polynomial, là, ça veut dire que le temps d'exécution va être un polynôme dans la taille du problème, et ce, quelle que soit la taille des équations. Et en fait, comme je l'ai dit, ce sont des équations linéaires modulo 2, donc l'algorithme d'élimination de Gauss est utilisable. Donc, modulo n'importe quoi, le point essentiel, ce sont des équations linéaires. Et donc, on peut utiliser l'élimination de Gauss pour répondre à cette question. Par contre, les deux autres exemples que j'ai donnés, donc en particulier le coloriage de graphes, à partir du moment où le nombre de couleurs est strictement plus grand que 2, ou dans le cas de la satisfiabilité, à partir du moment où le nombre de variables impliquées dans chacune des contraintes est aussi strictement plus grand que 2, alors c'est un problème qu'on appelle NP complet. Et c'est une traduction simple, c'est-à-dire que c'est un problème difficile au sens où, à l'heure actuelle, on ne connaît pas d'algorithme, de procédure qui permet de résoudre l'ensemble de toutes les instances en un temps qui croît polynomialement avec la taille des instances. Mais j'insiste sur le fait que ici on parle, et l'informatique théorique parle de complexité dans le pire des cas. C'est-à-dire que la classification entre P et NP, elle se fait en demandant que l'existence ou l'absence a priori d'algorithmes qui fonctionnent pour toutes les instances. Ça, c'est un point important sur lequel je vais revenir maintenant et qui va motiver cette question d'introduction d'ensemble aléatoire de problèmes. En effet, dans les années 80, disons, l'informatique théorique a affronté une situation assez paradoxale, qui était qu'il y avait eu des preuves de la NP-complétude d'un grand nombre de problèmes. Ça a commencé dans les années 70. Et en même temps, il y avait des ordinateurs qui étaient disponibles et des algorithmes qui, bien sûr, n'étaient pas prouvés résoudre toutes les instances en temps polynomial. Sinon, le problème ne serait plus NP complet. Mais qui avaient, avec des règles heuristiques, du type de celles que Bernard a introduites dans le cours précédent, en fait, étaient capables de résoudre toutes ou presque toutes les instances sur lesquelles on testait les algorithmes. Et donc, ça a amené la question, où sont les instances difficiles? Et en fait, je l'ai mis entre guillemets, parce que c'est le titre, où sont les instances difficiles du premier de ces deux articles. Et c'était vraiment une question importante dans ce cas-là. Donc, a priori, il devait exister des instances difficiles, mais on ne savait pas vraiment les construire explicitement. Et ça a amené un corollaire qui était de se demander quelle est la complexité dans le cas typique, parce qu'on peut imaginer qu'un problème est NP complet, il est difficile dans le pire des cas, mais peut-être qu'il y a une seule instance qui est difficile. Et peut-être que toutes les autres sont faciles. Donc, dans ce cas-là, et en particulier du point de vue des applications, est-ce que c'est vraiment très pertinent de classifier la complexité d'un problème juste à partir de la difficulté du pire des instances, de la pire des instances qu'on puisse imaginer? Donc, cet ensemble, enfin, ces deux approches, en fait, ont été un peu unifiées et largement éclairées par l'introduction d'instances aléatoires.
Donc ça permet de donner un sens au mot typique. Maintenant, quand on parlera de typique, ça voudra dire un événement est typique s'il a une probabilité qui tend vers 1 dans un ensemble d'instances aléatoires. Alors, il y a une façon très naturelle, du point de vue de la mathématique et aussi de la physique, d'introduire de l'aléa dans ces problèmes-là. Et je vais commencer par le décrire dans le cas du coloriage de graphes, qui est le plus simple. Donc, une façon naturelle et très élémentaire de générer un graphe, c'est de le tirer au hasard selon les ensembles qui ont été introduits par Erdős et Rényi dans les années 60. Et une façon en particulier, c'est de dire, si j'ai n sommés, j'ai n-1 sur 2, donc n fois 2 liens possibles. Je vais juste en prendre m complètement au hasard parmi ceux-là. Ça me définit une loi de probabilité sur l'ensemble des graphes. Pour les problèmes de satisfiabilité, XOR satisfiabilité, en fait, je peux faire essentiellement la même chose. La seule chose qui varie un petit peu, c'est qu'au lieu de liens, j'ai, disons, des hyperliens, mais je peux de nouveau choisir de manière uniforme un certain nombre d'hyperliens parmi les n choix k possibles. Et les constantes de couplage, donc le deuxième membre des équations, je les choisis aussi uniformément, aléatoirement. Et en fait, on va voir qu'il va se passer des choses intéressantes dans ce qu'on appelle la limite thermodynamique en physique, mais plus précisément, on va prendre un nombre de variables et un nombre de contraintes qui vont tendre vers l'infini, mais à ratio nombre de contraintes par nombre de variables fixées. Alors, pourquoi c'est intéressant ce régime-là et qu'est-ce qui se passe? Alors, à partir du moment où j'ai introduit une loi de probabilité sur ces problèmes aléatoires, la question naturelle qui se pose, c'est de calculer ou d'estimer ou de dire quelque chose sur la probabilité qu'un tel problème aléatoire, choisi selon les règles que je viens de définir avec un certain nombre de variables et un certain nombre de contraintes, soit satisfiable ou pas. Alors faisons quelques observations simples sur cette probabilité-là. La première chose, c'est que si j'augmente alpha, donc le ratio de contraintes par variable, cette probabilité doit diminuer. Parce que je n'ai fait que rajouter des contraintes supplémentaires. Donc, si je rajoute une contrainte, certaines solutions ne vont plus être des solutions. Et donc, la probabilité d'être satisfiable diminue avec ce paramètre alpha. Et en fait, on peut faire quelque chose d'un peu plus fort et qui correspond à une des bornes que Bernard a introduit ce matin, c'est de en fait, prouver que pour alpha suffisamment grand, mais fixé, en fait, cette probabilité va être égale à 0 dans la limite thermodynamique. Donc on est sûr que les instances ne seront pas satisfiables. Et en fait, la preuve est élémentaire, donc je l'ai écrite ici en 2 lignes, et c'est ce qu'on appelle la méthode du premier moment. Donc la probabilité que l'instance soit satisfiable, c'est la probabilité que le cardinal de son ensemble de solutions, que le nombre de solutions soit plus grand ou égal à 1. Et ça, c'est une variable aléatoire positive entière, non négative entière. Et ça, il y a ce qu'on appelle l'inégalité de Markov, qui est assez élémentaire, qui vous dit que cette probabilité va être plus petite que la moyenne du nombre de solutions. Mais la moyenne du nombre de solutions, de nouveau comme on l'a vu ce matin, s'écrit très facilement comme une somme sur les configurations possibles que multiplie la fonction indicatrice que la configuration est une solution. Donc pour prendre la moyenne de cette produit de fonctions indicatrices, comme elles sont tirées de manière indépendante, en fait, ça va être de nouveau ça va être la même valeur pour chacune de ces configurations. Il y en a 2 puissance n, d'où le premier facteur. Et ensuite, on se rend compte que quelle que soit la configuration choisie, comme je l'ai dit tout à l'heure, parmi les 2 puissance k configurations des variables, les contraintes de la satisfiabilité en éliminent exactement une. Donc la probabilité qu'une contrainte aléatoire soit satisfaite, c'est ce facteur-là, et que j'élève à la puissance le nombre de contraintes. Et de nouveau, ça croît exponentiellement, mais ce facteur-là, il décroît exponentiellement. Donc quand alpha est suffisamment grand, et par exemple s'il est plus grand que cette valeur-là de puissance k log de 2, cette
probabilité, cette moyenne du nombre de solutions tend à 0, et donc cette probabilité tend à 0. Ça correspond à un calcul de premier moment, ou une moyenne recuite ou annealed, qui, bien sûr, n'est pas... en général, ce n'est qu'une borne qui est loin d'être très précise, de nouveau à cause des grandes fluctuations de ces variables aléatoires. Mais en tout cas, ça donne une borne. Alors, en fait, si on fait maintenant plus précisément des simulations numériques pour estimer cette probabilité d'être satisfiable, alors, en fait, comme ici, j'ai repris une figure qui a été faite avec une autre convention. Donc ici, ce qui est montré, c'est la probabilité d'être non satisfiable. Donc c'est 1 moins la quantité que j'ai montrée. Donc ces courbes-là, chacune correspondent à des n différents et sont des fonctions croissantes, comme je l'ai expliqué sur la page précédente. Et ce qu'on voit aussi, c'est que pour alpha suffisamment grand, en effet, quand n tend vers l'infini, ça a l'air de tendre vers 1 ici. Donc on a en effet des variables qui sont des problèmes qui sont asymptotiquement sûrs d'être non satisfiables. Mais par contre, ce qui est très frappant, en particulier pour l'œil d'un physicien, c'est que quand n devient de plus en plus grand, ce qu'on voit ici, c'est que ces courbes deviennent de plus en plus abruptes. Donc, on a l'impression de voir une transition de phase qui apparaît, ce qui n'était pas complètement évident a priori, mais là, on a vraiment l'impression que pour des alphas suffisamment petits, asymptotiquement dans la limite thermodynamique, toutes les instances vont être satisfiables, alors que pour des alphas plus grands qu'un seuil, ça va être typiquement non satisfiable. Donc, d'où l'apparition de cette transition de satisfiabilité dans cet ensemble de formules aléatoires. Et en plus, une remarque, c'est que ici, si on essaye de résoudre ces problèmes par un certain type d'algorithme heuristique, en fait, ici, ce qui est représenté, c'est grosso modo le temps de calcul nécessaire pour résoudre le problème en fonction du paramètre alpha. Et on voit que pour différentes tailles, et les problèmes les plus durs en fait, ont l'air de se trouver au voisinage de cette transition de satisfiabilité. Alors, ici, je formalise la remarque que j'ai faite à partir de la courbe. Donc, on pense, à partir de cette courbe, il est naturel de conjecturer qu'il existe une transition de phase, et donc un seuil de satisfiabilité tel que la probabilité d'être satisfiable passe de 1 à 0 quand on franchit ce seuil. En fait, il y a eu évidemment beaucoup de travaux qui ont été motivés par ces observations numériques, en particulier en mathématiques et en informatique théorique. Et un résultat qui est apparu assez rapidement était une preuve d'une version un peu plus faible de cette propriété de seuil, où en fait, l'existence d'une séquence, mais qui dépend a priori de la taille du système, telle que si on est un peu en dessous de la séquence, la limite de cette probabilité de satisfiabilité est 1, et un peu au-dessus est 0. Ce qui manque ici, en fait, c'est la preuve de la convergence quand n tend vers l'infini de cette séquence. Donc, j'y reviendrai, ça a été résolu dans certains cas, mais ici, c'est un résultat qui est très générique et qui donne presque l'existence de cette transition de phase. Alors, comme je le disais, évidemment, toutes ces observations ont largement motivé les mathématiciens à s'intéresser à ça. Les premiers résultats qui ont été obtenus sont de différents types. Donc il y a des bornes inférieures et supérieures sur la transition de satisfiabilité. Bon, je vous ai donné une preuve élémentaire d'une borne supérieure, mais qui peut être raffinée par de la combinatoire plus fine. On peut aussi donner des bornes inférieures en analysant des algorithmes suffisamment simples et montrer que dans un régime de alpha suffisamment petit, ils sont capables de trouver des solutions. Et donc, a fortiori, il existe des solutions. Et il y a une autre ligne de recherche qui a consisté à utiliser le paramètre K, donc la arité, le nombre de variables qui participent à chacune de ces contraintes,
ou le nombre de couleurs dans le cas du coloriage de graphes, qui, une fois que vous avez pris la limite thermodynamique, est encore un paramètre libre sur lequel vous pouvez jouer. Et il se trouve que quand K tend vers l'infini, le problème devient relativement plus simple. Et donc il y a eu des bornes, disons des estimés à grand K qui ont été faits relativement tôt. En particulier, je vous rappelle que tout à l'heure, la borne supérieure que j'avais donnée, c'était 2 puissance K log 2. Donc là, vous voyez qu'on a une borne inférieure qui correspond à l'ordre dominant et avec une correction ici qui est proportionnelle en K. Donc ça laisse encore un intervalle assez grand où la transition de satisfiabilité peut se trouver. Et je reviendrai sur ces résultats un peu plus tard. Donc, tous ces résultats étaient très intéressants, mais bon, il manque quand même pas mal de choses. La première chose, c'est que les méthodes mathématiques n'avaient vraiment, disons, pas de schéma naturel pour estimer la valeur de la position de cette transition de phase pour quand K est arbitraire. Et en plus, les preuves obtenues ne donnaient pas vraiment d'idée sur d'où venait cette difficulté algorithmique autour de la transition de phase. Et donc, ça, c'est des questions qui ont été éclairées par les travaux utilisant des méthodes de la physique statistique que je vais vous présenter maintenant. Donc, évidemment, on peut se poser la question quel est le rapport entre la physique et l'informatique théorique. Alors, il y a une première ligne de connexion qui est relativement élémentaire. Il consiste à se formaliser la physique statistique, et en particulier la physique statistique dans l'ensemble canonique, de la manière suivante. C'est un ensemble de configurations, donc qui peut être par exemple des spins discrets, sur lequel on définit une fonction énergie, et pour lequel, si on considère le système à l'équilibre avec un thermostat à une certaine température, on introduit la distribution de probabilité sur l'ensemble des configurations de Gibbs-Boltzmann, donc qui est avec ce poids exponentiel de moins l'énergie sur la température. Donc, il est élémentaire de voir que si on prend la limite de basse température du formalisme de la mécanique statistique dans l'ensemble canonique, la loi de probabilité ici concentre sur les configurations d'énergie la plus basse. Donc si l'énergie, vous l'appelez fonction de coût en informatique théorique, vous avez une correspondance immédiate entre cette limite de basse température de la physique statistique et un problème d'optimisation combinatoire. En particulier, sur un des exemples que j'ai donné, le problème du coloriage de graphes devient immédiatement une reformulation de ce qu'un physicien appellerait le modèle de Potts antiferromagnétique, avec les interactions le long des liens du graphe que vous considérez. Mais bon, cette connexion est vraie, mais un peu trop générale peut-être pour être utile. En fait, il y a une deuxième connexion qui vient maintenant quand on considère non pas des instances arbitraires, mais des instances aléatoires, comme je l'ai présenté. Donc ici, naturellement, puisqu'on va avoir de l'aléa, du désordre dans la distribution des instances, si on fait la connexion avec la physique statistique, du côté de la mécanique statistique, on aura donc du désordre dans, par exemple, le hamiltonien. Et c'est un désordre gelé, au sens défini par Bernard dans sa série de cours, c'est-à-dire qu'il est donné pour une instance du système les constantes de couplage ou le graphe dans le problème du coloriage de graphes sont données une fois pour toutes, et ce qui est thermique, ce qui est dynamique, ce sont les variables, par exemple la couleur de chacun des sommets. Donc on est exactement dans le cadre de la physique statistique des systèmes désordonnés, et en particulier d'une classe de ces systèmes qui sont les verres de spin. Et en fait, si on est plus précisément pour l'ensemble pour les ensembles aléatoires que j'ai définis, en particulier avec les graphes aléatoires, il se trouve que ça correspond exactement à ce qu'on appelle des modèles de verres de spin qui sont de deux champs moyens,
Donc ce n'est pas des modèles sur lesquels on fait l'approximation des champs moyens, ce sont des modèles qui sont intrinsèquement de champs moyens, au sens où ils ne participent pas ils ne sont pas définis dans un ensemble, dans un espace euclidien de dimension finie. Quand je définis un graphe aléatoire d'Erdős-Rényi, toutes les paires de sommets possibles sont a priori connectables entre elles. Il n'y a aucune notion de proximité d'un sommet par rapport à un autre. Et ça, c'est un trait caractéristique des modèles de champs moyens. Mais malgré tout, c'est un modèle de champ moyen qui n'est pas exactement comme le modèle archétypique du ver de spin de champ moyen, qui est le modèle de Sherrington-Kirkpatrick. C'est ce qu'on appelle un modèle de ver de spin dilué. Et je vais revenir un petit peu après sur la définition de cette dilution. Alors, je ne vais pas évidemment parcourir tous les résultats qui ont été obtenus par la mécanique statistique, mais je veux juste en citer quelques-uns. Donc, ces méthodes ont permis d'avoir, disons, au sens mathématique, des conjectures quantitatives précises sur la position du seuil de satisfiabilité, qui n'était a priori pas accessible par les calculs mathématiques précédents. Mais peut-être un point qui semble qualitatif, mais qui, à mon avis, est plus important, c'est qu'on a prédit qu'il y avait beaucoup d'autres phénomènes qui se passaient, beaucoup d'autres transitions de phase au-delà de la transition de satisfiabilité, et qu'en fait, ces autres transitions étaient cruciales pour comprendre la transition de satisfiabilité elle-même. Et ça a permis aussi d'éclairer un tout petit peu les questions des algorithmes et des dynamiques pour résoudre ces problèmes-là. Alors, donc, ce que je veux essayer de dire ici, et qui recoupe les toutes dernières minutes du cours de Bernard de ce matin, c'est ce qui se passe dans la phase satisfiable. Alors, dans ces problèmes de satisfaction de contraintes, le nombre total de configurations est typiquement exponentiel dans la taille du système. C'est 2 puissance n pour un système de n spin Ising. Chacune des contraintes élimine une partie de cet espace de configuration, mais malgré tout, généralement, tant qu'il reste des solutions, elles sont en nombre exponentiel. Autrement dit, on peut définir une densité d'entropie, S de alpha, qui donne la croissance exponentielle, le taux de croissance exponentielle du nombre typique de solutions pour un grand problème avec un ratio de contraintes par variable égal à alpha. Et ce qui se passe, c'est qu'avant la transition de satisfiabilité, il y a une transition qu'on appelle une transition de clustering, donc là, de fragmentation. Des fois, c'est aussi appelé une transition dynamique, c'est pour ça que j'utilise l'indice D ici, et qui se traduit dans un changement radical de l'organisation de l'ensemble des solutions au sein de l'espace des configurations. C'est ce qui est représenté ici dans cette figure. Donc, évidemment, l'ensemble des configurations, c'est un hypercube discret à n dimensions, donc ce n'est absolument pas quelque chose qu'on peut représenter de manière fidèle sur un plan, mais donc il faut quand même, sur un écran à 2 dimensions, faire un effort d'imagination. Mais ce qui est représenté ici, c'est que dans l'ensemble des solutions, qui sont on va dire ces points noirs ici, sont représentés de manière globalement homogène dans l'espace des configurations, et on peut voyager sans trop de difficulté de l'une à l'autre. Ça, c'est l'image pour des alphas petits, et l'image pour des alphas intermédiaires entre ces deux transitions, c'est l'apparition de clusters, donc d'amas de solutions, telles que les solutions sont proches les unes des autres à l'intérieur d'un de ces amas, mais chacun des amas est suffisamment et bien séparé les uns des autres. Donc vous voyez, on a vraiment une fragmentation de l'espace des solutions au sein de l'espace des configurations qui se produit à cette transition-là. Et finalement, au-delà du seuil de satisfiabilité, par définition, il n'y a aucune solution. Donc c'est pour ça que j'ai laissé la ligne, l'espace blanc ici. Et donc, en fait, même pour être un peu plus précis, le nombre d'amas est lui-même une forme d'entropie.
si on a un nombre exponentiel d'amas, on peut définir une nouvelle entropie qui est notée sigma et qui est parfois appelée l'entropie configurationnelle ou parfois la complexité, même si c'est peut-être un vocabulaire pas très bien choisi, mais bon, il s'est imposé au fil du temps. Et donc, on a une décomposition de l'entropie totale du nombre de solutions en une contribution qui vient du nombre d'amas, et chacun des amas contient lui-même un nombre exponentiel de solutions. Donc, on a deux types d'entropie, une qui compte les solutions et une qui compte les amas de solutions. Et en fait, quand je disais qu'au-delà de l'intérêt d'avoir cette image plus précise et de cette transition à alpha D, c'est en fait crucial même pour essayer de comprendre la transition à alpha S, c'est que cette transition où il n'y a plus de solution, elle se produit non pas par la disparition de toutes les solutions, donc non pas par l'annulation de l'entropie totale des solutions, mais par la disparition des amas, qui, avant de mourir, contiennent encore un grand nombre de solutions, mais c'est eux qui disparaissent continuellement. Donc, si on ne comprend pas cette image-là, il n'y a aucune chance d'avoir une description précise de ce qui se passe à la transition de satisfiabilité. Alors ça, en fait, ça a été d'abord compris en grand détail dans le cas de la XOR satisfiabilité, donc dans des problèmes, dans ces problèmes d'équations linéaires modulo 2. Donc ici, bon, c'est le graphe qui résume un peu ce que j'ai dit précédemment. Donc ça, c'est en fonction toujours du paramètre alpha. Ici, cette ligne, c'est l'entropie totale, donc le taux de croissance exponentielle du nombre de solutions, qui, vous voyez, est encore strictement positif à la transition de satisfiabilité. Et ce qu'on voit dans ce régime intermédiaire, c'est donc cette entropie configurationnelle ou complexité qui compte le nombre d'amas, qui est strictement positif, donc ça c'est un zoom sur la zone entre les deux transitions, qui est strictement positif dans cette phase intermédiaire et qui s'annule continuellement à la transition. Alors il se trouve que dans le cas de la XOR satisfiabilité, grâce à cette structure d'équation linéaire, c'est relativement simple et on peut traduire cette transition dynamique comme l'apparition d'un sous-graphe qu'on appelle un cœur, qui est particulièrement dense au sein de l'espace dans l'ensemble des formules, mais bon, ça, malheureusement, ça ne se généralise pas aux autres modèles. Et en fait, au-delà de ça, l'image est en fait encore plus compliquée que ce que je viens de vous présenter. Il y a encore une autre transition, et il y en a encore d'autres sur lesquelles je ne veux pas insister, mais je voudrais quand même ici expliquer un petit peu cette image-là, parce que je pense que ça fera la connexion aussi avec les cours futurs de Bernard. Donc, de nouveau, ici, j'ai représenté sur cet axe de contrainte alpha l'évolution d'une représentation schématique de l'ensemble des solutions au sein de l'ensemble des configurations. Donc, disons, le carré, ça va être ici tout l'espace des configurations, qui est vide, donc il n'y a pas de solution quand alpha est au-delà de la transition de satisfiabilité, qui est quelque chose de suffisamment connexe et bien connecté à petit alpha, qui se fracture à cette transition que j'ai définie précisément de alpha d, où ici on a un nombre exponentiel d'amas qui ont tous à peu près la même taille. Et en fait, en général, il y a une autre transition dite de condensation à laquelle il y a beaucoup moins d'amas qui sont pertinents. Il y a un nombre qui est sous-exponentiel dans cette phase d'amas qui sont pertinents et qui ont des tailles qui fluctuent beaucoup de l'une à l'autre. Et bon, justement pour ces raisons de linéarité, cette phase intermédiaire n'existe pas dans le cas de XOR7. Mais ce que je trouve très, très intéressant à mentionner, comme je disais, pour faire le lien, c'est que cette transition qu'on appelle une transition de condensation, donc où le nombre de clusters condense et n'est plus sous-exponentiel, c'est exactement la transition qu'on trouve dans le modèle à énergie aléatoire que Bernard avait introduit en 1981. Et en fait, aussi, ces deux transitions-là
sont exactement les transitions du modèle du P-spin, qui est une variante un peu plus riche du modèle à énergie aléatoire. Et si je me permets d'insister là-dessus, c'est que c'est la base de ce qu'on appelle la théorie de la transition aléatoire du premier ordre pour les vers, qui est une des théories pour les vers structuraux, une des théories de champ moyen pour les vers structuraux. Et donc ici, ça montre d'une certaine façon l'universalité de ces phénomènes qui ici apparaissent dans des problèmes qui viennent de l'informatique théorique, mais qui sont aussi reliés à des problèmes très physiques, et notamment de ces problèmes de vers structuraux. Alors, ce qui me paraît un des points très, très intéressants à souligner, c'est qu'il y a eu vraiment, c'est un domaine évidemment interdisciplinaire, mais où l'intérêt, c'est que l'interdisciplinarité va vraiment dans les deux sens. Donc il y a eu vraiment beaucoup d'échanges à partir des propositions des physiciens qui ont ensuite été prouvées rigoureusement, au moins en partie par les mathématiciens, et vice-versa, aussi des idées mathématiques qui ont été réinvesties par des physiciens. Donc ici, je peux juste citer quelques résultats qui en fait vont dans le sens de la preuve rigoureuse de cette image qui a été proposée par des méthodes non rigoureuses de physique statistique. Donc en particulier le fait qu'il y ait cette transition de fragmentation, de création des amas, et qu'à l'intérieur de ces amas, certaines de ces variables ne puissent plus bouger, donc constituent des variables gelées, ça a été en partie montré. Il y a en fait, une fois que cette image des amas a été comprise, ça a aussi aidé les mathématiciens à développer des schémas de bornes plus précises. Et en particulier, je vous rappelle que tout à l'heure, on avait ici un terme correctif qui était proportionnel à k. Maintenant, ici, c'est une constante. Et en fait, même cette constante, elle est exacte dans ce développement asymptotique. Donc ça a vraiment utilisé l'image de l'image heuristique que je vous ai présentée précédemment. Et en fait, il y a même le résultat complet. Donc, la prédiction physique pour ce seuil de satisfiabilité, je ne vais pas vous la montrer en détail, mais elle correspond à résoudre un problème avec un équivalent de la méthode des répliques au niveau de ce qu'on appelle le premier pas de brisure de symétrie des répliques. Et il a été montré rigoureusement que cette prédiction donnait exactement le seuil de satisfiabilité pour les valeurs de k suffisamment grandes, mais pas k qui tend vers l'infini. C'est vraiment à partir d'un certain rang, on sait que la formule prédite par les physiciens est exactement. On pense qu'elle est vraie. Enfin, il n'y a pas d'estimation de cette valeur minimale dans le papier, puisque c'est un papier de mathématiques qui ne s'attache pas forcément à ça, mais ça donne quand même pas mal d'espoir sur le fait que ça soit valide dans un grand domaine de paramètres. Alors, dans le temps qui reste, je vais essayer de donner quelques idées sur les méthodes, sans rentrer dans les détails techniques. Donc, comme je l'ai dit, les problèmes ici que j'ai présentés en fait, peuvent se reformuler comme des vers de spin de champ moyen. Donc la méthode naturelle pour attaquer cela a déjà été présentée dans le cours, et c'est la méthode des répliques. Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a quand même une petite différence ici, c'est que dans le modèle de Sherrington-Kirkpatrick, on a ce qu'on appelle un modèle sur un graphe complet dans lequel tous les spins interagissent avec tous les autres. C'est comme le modèle de Curie-Weiss dans le cas ordonné, devient le modèle de Sherrington-Kirkpatrick quand on met du désordre sur les couplages. Mais du coup, on a quand même une forme de simplification, même si le modèle est très compliqué, dû au fait que chacun des spins interagit avec tous les autres, mais faiblement. Et ça, si je le dis de cette façon-là, ça paraît naturel d'avoir en tête l'existence d'une forme de théorème central limite. Évidemment, ici, c'est plus compliqué, il y a des corrélations, mais quand même, quand vous avez la somme d'un grand nombre de petits effets, a priori, il va y avoir quand même des simplifications techniques qui vont apparaître. Ici, malheureusement, dans le cas des graphes aléatoires, on n'a pas ce genre de simplification. Parce que, sans rentrer dans le détail des propriétés des graphes aléatoires,
en fait, dans le régime qui nous intéresse, le degré, donc le nombre de voisins moyens de chaque sommet dans un tel graphe aléatoire, il est fini dans la limite thermodynamique. C'est une loi de Poisson avec un paramètre qui est proportionnel à l'alpha, mais c'est fini. Et les constantes de couplage, ou la force des interactions dans chacune des contraintes, est elle aussi finie. Donc là, on n'est plus du tout dans ce régime d'un grand nombre de faibles interactions. Au contraire, on a un petit nombre d'interactions fortes. Donc, les simplifications, entre guillemets, qui existent dans le modèle de Sherrington-Kirkpatrick ne sont plus applicables dans ce cas-là. En fait, il se trouve que pour ce genre de modèle défini sur des graphes aléatoires, il y a une méthode qui est équivalente à la méthode des répliques, qui s'appelle la méthode de la cavité, et qui est beaucoup plus adaptée et beaucoup plus naturelle dans ce cadre-là. Je vais essayer de vous en donner juste quelques idées. Alors, une façon de voir ça, c'est une façon d'étudier le problème, c'est que si on a une instance qui admet des solutions pour faire, disons, de la physique statistique à température nulle, l'objet qu'on va introduire, c'est une loi de probabilité sur l'ensemble des configurations qui va être le produit des indicatrices que toutes les contraintes sont satisfaites. Donc ça donne à la normalisation près, qui va compter le nombre de solutions, la mesure uniforme sur S. Et ça, ce genre d'objet où on a une interaction ici qui se met sous la forme d'un produit d'interaction qui dépend d'un petit nombre de variables, il y a une façon assez standard de le représenter qui s'appelle un graphe de facteurs, où, ici j'ai donné un petit exemple, où les cercles ici vont correspondre aux variables. Donc ici j'ai 8 variables qui interagissent. Et chacun des carrés ici va représenter une contrainte. Et ici, chacun des carrés fait intervenir 3 variables. Donc ici, ça serait, par exemple, une formule de satisfiabilité avec k égale 3 qui apparaît. Donc ça c'est juste une reformulation graphique, si vous voulez, de cette définition-là. Mais elle a l'avantage de faire apparaître une propriété très importante que j'ai déjà un peu mentionnée tout à l'heure. C'est que si je prends la limite thermodynamique, donc avec ce ratio alpha fixé, si je regarde un sommet choisi arbitrairement dans le graphe, et que j'explore mon entourage, donc je regarde les interactions dans lesquelles cette variable apparaît, et puis les voisins successifs avec les nouvelles variables que j'ai découvertes, et ainsi de suite. Si je ne m'éloigne pas trop, si je regarde qu'un voisinage local d'un point, en fait, ce que je vois dans la limite thermodynamique, c'est un arbre. Donc un arbre, c'est un graphe qui n'a pas de cycle. Okay, et bon, ici, ça va être un graphe aléatoire, plus précisément un graphe de Galton-Watson. Donc les degrés vont être des variables aléatoires, mais le point crucial, c'est qu'il n'y a pas de boucle dans ce graphe-là. Alors pourquoi c'est important? Parce que, en fait, les modèles définis sur des arbres sont des objets relativement simples. Pourquoi? Parce qu'un arbre, donc ici j'en ai représenté un où j'ai mis ici une racine, puis ça c'est les premières interactions autour de cette racine, et puis ça va être des nouvelles variables, et ici j'ai représenté schématiquement un autre arbre arbitraire. Mais le fait que ça soit un arbre, ça veut dire qu'il n'y a pas de lien, il n'y a pas d'interaction entre ces différentes parties du graphe. Autrement dit, si je supprime un sommet, ce que j'obtiens, ça va être des problèmes qui ne se parlent pas, qui sont indépendants. Et ça permet naturellement de faire des méthodes récursives pour résoudre ces problèmes-là. Donc de commencer par résoudre les problèmes dans chacun des sous-arbres, puis dans chacun des sous-arbres, qui vont être de plus en plus petits, et ainsi de suite, mettre ensemble les résultats de ces différents sous-calculs de manière à avoir le résultat du graphe complet. En fait, pour les physiciens, ce que j'ai dit là, c'est rien d'autre que la généralisation de la méthode de la matrice de transfert à une dimension. C'est juste que dans une matrice de transfert, il n'y a vraiment qu'une dimension et on fait croître le système comme ça. Ici, on fait croître le système, mais où on peut mettre plusieurs branches ensemble à chaque pas. Mais
conceptuellement, c'est assez proche. Donc, on va dire que les modèles en arbre sont faciles pour ces raisons-là. Les problèmes donc, que j'ai dit être intéressants, donc de coloriage de graphes par exemple, ou de satisfiabilité, localement convergent vers des arbres. Donc ça, on pourrait penser que ça va être facile. En fait, c'est presque facile, parce qu'il y a quand même des longues boucles qu'on ne voit pas localement, mais qui existent dans le graphe aléatoire de départ. Et donc, c'est là où, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais la façon dont décroissent les corrélations entre variables dans le graphe initial de départ va jouer un rôle crucial. Et dans les cas, en reprenant la terminologie de la méthode des répliques, dans les cas symétriques sous la permutation des répliques, donc ça qui correspondent à la première phase que j'ai dessinée, où il n'y a pas de structure en amas dans l'espace des configurations, ce qui se passe, c'est que les corrélations entre les variables à longue distance décroissent suffisamment rapidement pour que, si je regarde un sous-arbre fini, en fait, son bord, les variables du bord sont suffisamment décorrélées pour que je puisse approximer le calcul sur le graphe aléatoire par le modèle sur l'arbre aléatoire que je sais caractériser de manière simple. Je ne veux pas rentrer dans les détails, mais juste pour dire que ça permet par exemple de calculer l'énergie libre quenched, donc vraiment en faisant la moyenne sur le désordre, asymptotiquement exactement avec cette méthode de la cavité pour ce genre de modèle. Mais donc la question à laquelle je répondais là, c'est est-ce que la convergence locale du graphe est suffisante pour avoir la convergence locale de la mesure de probabilité? Donc c'était de nouveau oui si on a des décorrélations suffisamment rapides, mais non si on a, donc en termes de vocabulaire des répliques, brisure de cette symétrie des répliques. Donc ça c'est la phase que j'ai dessinée avec l'apparition d'amas dans l'espace des configurations. Parce que justement, le fait qu'on ait ces amas se traduit par l'existence de corrélations à longue portée. Donc, du point de vue de la physique mathématique, on peut penser à ces amas comme des états purs. Et donc la chose qu'il faut faire dans ce cas-là, c'est décomposer la mesure de Gibbs en une combinaison convexe d'états purs, donc des mesures de Gibbs conditionnées à chacun des amas. Et comme je l'ai dit, chacun des amas il ressemble à la totalité de l'espace des solutions dans la phase non clusterée. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, ici l'hypothèse c'est qu'il n'y a pas de sous-structure à l'intérieur des amas. Ça c'est une façon de dire qu'il y a un pas de brisure de symétrie des répliques. Et donc en faisant cette hypothèse-là, chacune des mesures conditionnées aux états purs peut se traiter comme le cas réplique asymétrique, donc en utilisant ces idées de récursion sur les sous-arbres. Et ça permet de calculer maintenant non plus seulement l'énergie libre totale, mais aussi la contribution de l'entropie configurationnelle ou complexité, donc pour compter le nombre d'états. Et c'est ça qui, au final, permet de calculer la position de la transition de satisfiabilité comme le point où les amas de solutions disparaissent. Bon, voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, mais peut-être Bernard le fera dans les années prochaines. Pour terminer, je voudrais juste dire 2 mots sur quelques perspectives. Donc, en fait, il y a une question qui est encore très largement ouverte et qui est évidemment très, très importante, c'est comprendre si ces images et ces descriptions en termes d'espace des phases et de transition peuvent être utilisées pour comprendre la dynamique, soit de la dynamique physique, soit la dynamique d'algorithmes qui sont vraiment utilisés en pratique pour résoudre ces problèmes-là. Et ça, c'est une question qui est vraiment très compliquée parce que c'est de la physique statistique hors équilibre, pour lequel, par définition, on n'a pas de principe unificateur comme la théorie des ensembles pour la physique statistique à l'équilibre. Et d'une manière très, très spéculative, on peut se dire que si vraiment P est différente de NP, donc la complexité dans le pire des cas,
les candidats naturels pour montrer qu'il y a en effet des instances qu'on ne peut pas résoudre en temps polynomial sont assez naturellement cette phase intermédiaire de ces problèmes aléatoires, pour lesquels, à l'heure actuelle, on n'a pas d'algorithme qui permette de les résoudre. Et finalement, ici, j'ai donc présenté un travail, un domaine de recherche interdisciplinaire à l'interface entre la physique statistique des systèmes désordonnés et l'informatique théorique, mais juste pour finir en mentionner d'autres qui sont plus ou moins reliés. Donc il y a eu vraiment pas mal de travaux aussi en lien avec la théorie de l'information, et en particulier les codes correcteurs d'erreurs. Donc certains des codes correcteurs d'erreurs, même utilisés en pratique, sont basés sur des constructions aléatoires qui sont assez proches des problèmes que j'ai présentés aujourd'hui. Il y a évidemment plein de questions d'inférence bayésienne, donc la qualité la quantité de signal qu'on peut extraire d'une observation bruitée. Ça aussi, il y a énormément de travaux à l'heure actuelle qui sont inspirés par des méthodes de mécanique statistique. Évidemment, les problèmes de machine learning au sens large ou de réseau de neurones que Bernard a évoqués, et aussi plein d'autres problèmes, notamment inspirés par des questions de biologie aussi, ont été éclairés par ces méthodes-là. Voilà, je vous remercie.